Bonjour, je me présente, je suis Elisabeth Ribou, déléguée générale de la Fondation Cœur et Recherche. Je remercie la Tribune de m'avoir invitée à modérer cette table ronde qui concerne la santé. Donc on n'a pas beaucoup de temps, on a 19 minutes, donc on va pas vraiment développer cette introduction. Donc l'objet de cette table ronde, c'est le moment de prendre soin de soi et des autres, les femmes fer de lance d'une santé réinventée. Et pour parler de ce sujet, nous accueillons Nouria Pérez et Léa Koumadas. J'en oublie mes mots. Donc Léa, tu as créé l'association AIDA. Donc tu vas nous en parler un petit peu. Nouria, tu es directrice médicale chez Pierre Fabre. Donc là aussi, je vais te passer la parole pour en parler un petit peu. Et donc, nous allons faire 3 étapes de table ronde. La première étape, vous allez vous présenter. Et l'idée, c'est de plutôt parler de la santé des autres avant de parler de la santé des femmes. Donc, cette première table ronde, Léa, je te passe la parole. Merci de présenter l'association que tu as créée et comment les femmes peuvent réinventer la santé des autres. Merci. Alors bonjour, je suis ravie d'être avec vous cet après-midi. On est arrivé de Paris tout à l'heure, je pense comme beaucoup d'entre vous. Donc moi je m'appelle Léa Moukanas, j'ai fondé AIDA il y a 10 ans maintenant, donc j'avais 14 ans à l'époque. Donc je vous laisse faire le calcul aujourd'hui. AIDA, c'est une association qui accompagne les jeunes entre 12 et 30 ans qui font face au cancer ou à une pathologie qui nécessite une longue durée d'hospitalisation. AIDA est née d'une histoire personnelle, puisque c'était le prénom de ma grand-mère, qui était une femme forte, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, qui a eu un cancer, qui est décédée assez rapidement. Et moi, j'ai 14 ans à ce moment-là, je me rends compte qu'il y a des jeunes de mon âge qui sont à l'hôpital, qui ne sont pas des enfants, qui ne sont pas des adultes, qui sont dans cet âge d'entre-deux, qui sont les adolescents et les jeunes adultes. À l'hôpital, on les appelle les AJA. Et qui à aucun moment dans leur parcours de soins rencontrent des jeunes de leur âge. Et donc je me suis dit qu'est-ce que je peux faire à mon échelle, comment est-ce que je peux agir. Et donc c'est comme ça qu'avec ma classe de seconde, on a créé à cette époque-là l'association AIDA, qui a bien grandi depuis, puisqu'aujourd'hui on accompagne un peu plus de 2200 patients en France, dans 70 hôpitaux partout sur le territoire. Et on a engagé plus de 80 000 jeunes en France depuis la création d'AIDA dans la lutte contre le cancer. Donc voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis je suis ravie d'être là parce qu'on débarque à Toulouse aussi. Bravo Léa pour cet engagement incroyable. Je vais passer la parole à Nouria. Elisabeth, merci. Bonjour à toutes et à tous. Impressionnée parce que j'ai 50 ans. Donc le double de Léa avec qui je partage cette table ronde. Je suis vraiment impressionnée, non seulement par le projet, mais par ton jeune âge et par tout ce que tu as pu faire. Donc moi, je m'appelle Nouria Pérez Couliel et je suis la directrice médicale des laboratoires Pierre Fabre, qui est une industrie pharmaceutique plutôt régionale, mais qui est implantée partout dans le monde et qui exerce dans le domaine de l'oncologie, de la dermatologie, un peu les maladies rares aussi, et la dermocosmétique. Et à la tête de la direction médicale, notre rôle, le rôle de mes équipes, est celui d'être garant de 2 choses. La première, c'est que toutes les actions que nous menons au sein de notre entreprise, de cette industrie pharmaceutique, doivent répondre à une attente du patient ou du consommateur. C'est ça qui nous guide. Et la deuxième chose pour laquelle nous devons être garants à la direction médicale, c'est que toute action de recherche que nous faisons doit être là pour enrichir la connaissance dans le domaine pour la communauté scientifique en général, toujours dans l'oncologie, la dermatologie et la dermocosmétique. Et au sein de mes équipes, j'ai la chance d'avoir beaucoup de médecins, de pharmaciens. Moi-même, je suis pharmacien, j'ai fait mes études à Barcelone et puis j'ai rejoint l'entreprise. Et j'ai donc beaucoup de médecins, beaucoup de pharmaciens et aussi d'ingénieurs. Et j'ai 83% de femmes. 83% de femmes et 78% cadres. Et donc, j'ai des femmes extraordinaires dans mes équipes qui m'inspirent un peu comme toi, Léa, mais je voudrais citer 2 exemples qui sont incroyables. Le premier, c'est celui de Marketa Santaroman, c'est un médecin de mes équipes qui est une experte dans l'eczéma, qui est une maladie de la peau qui touche beaucoup l'enfant et qui a un gros impact sur la qualité de vie des patients, mais aussi des familles. Et en fait, dès le départ, elle a voulu impliquer le patient dans sa prise en charge. Donc, elle a développé d'abord un outil pour que le patient mesure l'intensité de sa maladie. Et ça, c'est la première chose qu'elle a fait il y a une dizaine d'années. Et puis aujourd'hui, elle a développé un outil qui permet, grâce à l'intelligence artificielle et aux données que le patient
partage avec cet outil, de prédire l'aggravation de cette intensité et l'aider à se prendre en charge et à anticiper ce qu'on appelle les crises d'eczéma. Et ça, c'est un atout et une avancée énorme. Et puis le deuxième exemple que je voudrais prendre, c'est dans l'oncologie. C'est un programme qui est porté par Bénédicte Calvé, qui est une des femmes extraordinaires de mes équipes. Nous venons de mettre en place chez Pierre Fabre un nouveau traitement pour la prise en charge d'un cancer très rare, qui est un lymphome prolifératif, qui s'exprime de façon très rare chez quelques patients qui ont une greffe moelle osseuse ou une greffe d'organes solides. C'est une maladie très très rare. Mais ces gens-là ont une espérance de vie d'une semaine à peu près 4 semaines. Donc vous voyez, c'est extrêmement rare. Et nous avons commercialisé, nous avons eu l'autorisation européenne pour lancer ce médicament en Europe le 6 février 2023. Donc nous sommes actuellement en discussion avec les autorités de chaque pays pour pouvoir le commercialiser, en l'occurrence en France. Il n'est pas donc encore disponible pour le patient, mais nous avons mis en place, grâce à Bénédicte, ce qu'on appelle un Early Access Programme, un programme d'accès précoce pour que les patients puissent, le temps que nous finissions nos discussions avec les autorités françaises, puissent avoir accès à ce traitement. J'insiste, c'est une maladie rare, mais l'espérance de vie est nulle. Et aujourd'hui, nous avons déjà, et je suis assez fière de le dire, 6 patients en Europe, dont 2 en France, un à Marseille et l'autre à Paris, qui sont sous traitement et qui sont donc en bonne réponse par rapport au traitement. Et donc c'est vrai que les femmes jouent un rôle essentiel dans l'accès aux médicaments et je crois que c'est à saluer. Merci Nouria. Donc, nous passons à la deuxième table ronde. Donc, l'idée, c'est est-ce que les femmes prennent vraiment soin de leur santé ? Est-ce qu'elles prennent soin de la santé des autres ? Mais est-ce que c'est vrai aussi pour elles ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Léa ? C'est pas une question facile, parce que ça demande de se dévoiler un peu aussi. Je vais répondre à 2 niveaux à cette question. La première, c'est vous donner à tous l'exemple des 80 000 jeunes qu'on a engagés chez AIDA. Alors, il faut savoir que même si on essaye d'être à peu près paritaire, sur les 80 000 jeunes, on a 85-87% de femmes. On a beaucoup de mal à recruter des jeunes hommes qui viennent s'engager chez AIDA, sachant que la moyenne d'âge de nos bénévoles, c'est 19 ans. Et donc, parmi nos bénévoles, on fait attention à 2 éléments. Le premier, c'est qu'il faut imaginer que vous formez des jeunes qui ont entre 15 et 25 ans à intervenir au quotidien auprès de jeunes de leur âge, dans des services hospitaliers, en soins palliatifs parfois, enfin voilà, d'accompagner dans des conditions parfois très difficiles des jeunes de leur âge qui vivent une maladie grave. Et donc, on a à cœur la santé mentale, évidemment, de ces jeunes, avec la conviction qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. Et je pense que ça doit résonner pour pas mal d'entre vous ici. Et donc, on forme non seulement chacun de nos bénévoles à intervenir en milieu hospitalier, ils rencontrent pour la première fois une psychologue qui va les accompagner tout au long de leur engagement sur le terrain avec AIDA. Donc, il faut imaginer ce que c'est que d'avoir 16 ans, de se dire qu'on va passer son mercredi après-midi, son vendredi soir à l'hôpital, de rencontrer pour la première fois une psy, de se poser pour la première fois la question de sa santé mentale. Pour beaucoup, c'est tabou. Pour beaucoup, on nous dit au départ j'ai pas besoin de voir une psy, je suis pas fou, moi j'ai juste envie de donner un peu de temps à l'hôpital, je vois pas pourquoi on me fait voir une psy. Et en fait, de poser des mots sur sa santé mentale, de se rendre compte que aider les autres, c'est avant tout s'aider soi-même et c'est prendre soin de soi, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi j'ai la conviction, je crois beaucoup à la prévention. Je crois beaucoup qu'il vaut mieux prévenir que guérir et on en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais que la prévention, c'est un peu un gros mot et c'est un peu un gros mot compliqué chez les jeunes. Moi, j'ai compris au bout de 10 ans qu'AIDA faisait de la prévention parce qu'en commençant, tout le monde me disait « Ah, mais c'est une super action de prévention ce que vous faites » et je ne comprenais pas du tout pourquoi. Et en fait, on a porté une étude pour mesurer l'impact de l'engagement sur le terrain sur la santé des jeunes. Et en fait, on s'est rendu compte que quand tu as 16, 17, 18 ans et que tu passes ton temps sur le terrain, que tu te confrontes pour la première fois à la santé des autres et donc à ta santé, ça va modifier tes comportements de santé. Donc on a 70% des jeunes qui disent au bout de 3 ans, moi j'ai modifié au moins un de mes comportements de santé en m'engageant avec AIDA sur le terrain. On est en pleine campagne d'Octobre Rose, donc on peut imaginer aussi tous les impacts positifs qu'il peut y avoir sur les sujets de dépistage. Et le deuxième élément, et ça me donne beaucoup d'espoir pour la santé de façon générale et pour la santé de demain, c'est qu'au bout de 5 ans, un jeune sur 2 nous dit « Moi, je veux faire un métier en lien avec la santé parce qu'avec AIDA, j'ai découvert une vocation ». Et je dirais
Peut-être en dernier élément, à titre peut-être plus personnel, moi j'ai mis du temps à comprendre que pour prendre soin des autres, il fallait aussi prendre soin de soi. J'ai eu pas mal d'épisodes où forcément vous vous confrontez à la maladie, vous vous confrontez à la fin de vie, vous accompagnez un jeune sur 5 qu'on accompagne qui finit par mourir. Donc vous vous confrontez aussi à des situations compliquées. Et en formation chez AIDA, on vous apprend une chose, on vous apprend beaucoup de choses, mais on vous apprend une chose que je voudrais peut-être vous transmettre et vous inviter à faire comme exercice. Notre psychologue nous demande de faire la liste des 30 choses qui nous ressourcent sans nous faire culpabiliser. Donc c'est très dur. Moi, ça fait 10 ans que j'essaye de remplir ma liste des 30 choses. J'en suis à 14. Et je vous donne un exemple. Quand je rentre le soir tard chez moi, que je suis fatiguée, que je sors de l'hôpital, que c'était une journée compliquée, j'aime bien lire un livre à voix haute parce que ça me ressource et j'ai l'impression d'être dans une bulle. Et donc, c'est une petite action pour prendre soin de moi. Merci Léa. Merci Léa. Alors, je crois qu'aujourd'hui, pour répondre à la question Elisabeth, oui, les femmes prennent de plus en plus soin d'elles, mais pas assez. Et un chiffre qui est important, cette année, en France, il y aura à peu près 63 000 nouveaux cas de cancer du sein. Chez la femme, les 3 cancers les plus fréquents, c'est le sein, le poumon, le cancer du côlon. Et malheureusement, celui du cancer du sein, nous serons en progression. Après des années 2004-2008 où il y a eu une forme de baisse, nous sommes en progression. Et puis, il y a une donnée qui est intéressante aussi, c'est qu'un tiers des femmes d'entre 50 et 74 ans n'ont jamais fait de mammographie. Pourtant, nous savons toutes combien c'est important. Pourquoi elles ne le font pas? Pour 2 raisons. La peur de la douleur, c'est vrai, mais c'est momentané. Et la peur du diagnostic. Pour autant, la prévention, et tu l'as dit Léa, c'est vraiment l'enjeu majeur, parce que la prévention fait que ce cancer aujourd'hui, nombreuses femmes aujourd'hui vivent après un cancer du sein. Donc oui, de mieux en mieux, mais vraiment pas assez. La deuxième chose qui est importante, c'est que nous avons fait une enquête avec une association de patients qui s'appelle Mon Cancer du Sein, et nous avons prouvé que les femmes veulent de plus en plus participer après le diagnostic avec le médecin à définir le traitement, l'accompagnement de ce dont elles ont besoin. C'est quelque chose qui est très important. 98% des femmes disent, une fois le diagnostic et le choc passé, nous souhaitons participer à la prise de décision de quel traitement, quel accompagnement, comment, quand, pourquoi. Et ça montre qu'on est en train de plus en plus de nous engager. Donc oui, pas encore assez. Et je voudrais juste dire quelque chose qui est très important. On parle de prévention, on parle de traitement. Il y a quelque chose qui est très important, c'est l'accompagnement de ce patient après. L'après est essentiel. Alors, pourquoi? D'abord parce que la maladie reste un peu dans la personne qui a vécu quelque chose de difficile, et puis parfois aussi parce qu'elle a des effets secondaires qui sont restés. La maladie laisse des traces, parfois physiques ou mentales, comme tu as dit, et nous, chez Pierre Fabre, nous avons mis en place à la station thermale d'Avesnes une cure de prise en charge du patient en post-cancer. Aujourd'hui, on a 20% de nos patients, nous recevons tous les ans 3000 patients, 20% viennent pour une cure post-cancer, et on prend en charge les effets secondaires cutanés des traitements, la sécheresse, la démangeaison, les cicatrices, le syndrome du gros bras. Juste vous dire qu'il y a 15 ans, il y en avait zéro femme qui venait en cure post-cancer. Et aujourd'hui, nous avons 20% de 3000 patients, c'est toutes des femmes, 98%. Bon, il y a 2% d'hommes aussi. Donc c'est pour vous dire que ça se développe, tant la prévention que le traitement, que l'accompagnement, mais qu'il faut encore continuer. Merci. Je veux juste rajouter une toute petite chose très rapidement. C'est un peu la même chose pour le cœur des femmes. Aujourd'hui, c'est la première cause de mortalité en France. Et malheureusement, les femmes n'en ont pas conscience. Et on sait qu'une femme ira à l'hôpital 20 minutes plus tard qu'un homme parce qu'elle n'a pas cette conscience-là et qu'elle ne prend pas assez soin d'elle. Donc voilà, il y a toutes ces démarches à faire de prendre soin, d'écouter son cœur, d'aller chez son médecin, de poser les bonnes questions. C'est la première cause de mortalité. Il y a un vrai déni. La femme va prendre soin de son mari. S'il a la douleur, elle va l'emmener directement à l'hôpital. Pour elle, elle ne va pas faire la même chose. Et en fait, c'est juste ça aussi. Il faut travailler là-dessus. Que ce soit les femmes, la prise de conscience des femmes, mais aussi le personnel médical. Une nouvelle formation pour une égalité de prise en charge et de traitement. Donc on en arrive, il nous reste 5 minutes, on en arrive à cette 3e table ronde. Donc c'est effectivement pour l'avenir, quelles sont vos préconisations pour que justement les femmes
prennent encore plus conscience de leur santé et prennent le soin de s'écouter. Tu veux y aller? J'y vais? J'y vais. Je t'en prie. Je vais juste rebondir, partir de ce que tu disais sur l'après-cancer, parce que c'est très juste, et l'après-maladie, on ne le dit pas assez. C'est comme si on avait gravi l'Everest et qu'on ne nous aidait pas à le redescendre. Et je pense que c'est un vrai sujet là-dessus. Sur l'après et sur l'avenir, on est dans un contexte qui est quand même très particulier. L'inflation, le contexte d'urgence dans lequel on est tous et toutes. Ça me rappelle un peu le contexte il y a 10 ans, quand j'ai créé AIDA. C'était le moment où il y avait les premiers attentats, c'est le moment où il y avait tout ce contexte qui était très anxiogène. Et quand vous avez 14 ans et que vous grandissez là-dedans, quand vous en avez 24 et vous avez grandi là-dedans et vous continuez à vous développer en tant que femme là-dedans, je pense que la meilleure solution qu'on peut faire à notre échelle, c'est agir. Moi, j'ai la conviction que quand il y a quelque chose d'infiniment grand en face de nous, qui est très stressant, qui est très anxiogène, de poser sa pierre à l'édifice, de mettre un tout petit peu d'infiniment petit dans l'infiniment grand, c'est quelque chose qui peut nous aider pour la suite. Moi, j'ai la conviction qu'il faut qu'on agisse ensemble et que la clé pour la santé et pour la santé des jeunes et pour la santé des femmes, c'est qu'il y ait un partenariat gagnant entre tout le monde, entre les associations de patients, entre les industriels, entre les entreprises privées, avec les professionnels de santé, avec les patients qui soient inclus aussi et partie prenante. On a créé à Sciences Po une formation qui s'appelle l'Académie des adolescents et des jeunes adultes, qui est une formation qui forme des jeunes qui sont passés par la maladie à devenir patients partenaires ou patients experts. Et moi, j'ai la conviction que c'est cette alliance gagnante qui va nous aider dans la suite et qui va permettre de prendre encore plus soin des individus et des femmes demain. Merci Léa, et je partage exactement ce que tu viens de dire. Moi, je résumerai un peu tout ça en 4 mots. Je dirais expertise et légitimité, et collectif et personnalisation. Expertise et légitimité, il faut qu'on mette autour d'une table tout le monde, c'est-à-dire l'industrie, les médecins, les pharmaciens et les patients qui sont experts et légitimes. Et je crois qu'avec ce collectif, on pourra arriver à faire changer un peu cette prise en charge globale de l'être humain qui doit être pas que pathologique, mais globale et holistique. Et c'est ça, uniquement ça, qui permet d'avoir une vue hélicoptère, très en amont, de collectivement ce dont nous avons besoin, et après, eh bien, de façon individuelle, apporter une réponse adaptée à chacun de nos besoins, car chaque patient n'a pas besoin de la même chose. Donc je crois vraiment que cette expertise, cette légitimité, tous ensemble, fera qu'on pourra prendre soin de chacun. Et chez Perfab, on dit souvent que chaque fois qu'on prend soin d'une seule personne, on rend le monde meilleur. Ça, ce n'est possible que grâce à la puissance du collectif. Merci. Le mot de la fin, Léa. Le mot de la fin. Merci pour l'invitation. Moi, je suis ravie d'être là parce qu'on lance AIDA à Toulouse. Donc, si parmi vous, il y en a qui ont des enfants qui ont envie de s'engager, si parmi vous, il y en a qui ont envie de soutenir l'implantation d'une initiative locale à Toulouse, on vous attend. Donc, n'hésitez pas et on sera ravis de construire ensemble pour la santé des jeunes et pour la santé des jeunes femmes. Merci. Pour ma part, juste vous dire à tous que dans notre vie, un homme sur 4 aura un cancer et une femme sur 3. On est tous concernés par ça. Et donc, il faut vraiment que collectivement, on arrive à mettre en place cette démarche holistique. C'est celle que propose aussi Léa. Et donc, travaillons ensemble pour faire en sorte qu'au quotidien, à un moment donné, la personne, le patient qui a besoin ait la bonne réponse, le bon soutien en prévention, en traitement et en accompagnement. Ne l'oublions jamais, c'est l'ensemble du parcours de soins qui est important pour lui et pour ses accompagnants et la famille. Et merci beaucoup à tous. Merci. Et donc, je vais terminer en disant qu'effectivement, le rôle de la femme est fondamental pour garantir l'accès à la santé pour tous et respecter aussi la dignité humaine. Et qu'en ce moment, dans un monde qui n'est pas très sympathique, les droits des femmes sont largement bafoués et que c'est à nous, les femmes, de rester vigilantes. Et on va un peu se rappeler certaines choses. C'est restons vigilantes, ne nous résignons jamais. Et on va reprendre les mots de Women for Future, agissons. Merci. Merci. Merci, Chiara. Bonjour, je m'appelle Donna Vitonou. Il faut que ça claque. Casser les codes. Étant issu des quartiers, débarquer dans le milieu aéronautique, c'est quand même plus de 80% d'hommes. Arriver avec un profil différent et atypique, c'est une façon aussi de casser les codes.
Voilà, j'ai pas intérêt d'hésiter. Non, évidemment, à 350. On est tous masqués, mais bon, c'est quand même bal masqué parce qu'il y a quand même une très bonne ambiance. Donc, l'exploration, la curiosité, prendre des risques, j'y vais, quoi. Aventurière, ouais. Tous pour un. J'ai été élevée dans une famille africaine. Quand il y en a un qui tombe, il y a tout le monde derrière pour pouvoir le relever et le soutenir. Et bien là, je vais vous dire les deux, parce que j'adore ça. D'abord ma mère, c'est elle qui m'a montré la voie. Et puis ensuite Wangari Maathai, elle a été la première femme africaine à recevoir le prix Nobel de la paix en 2004. De ne pas laisser tomber, d'y croire. Soyez curieux aussi pour aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Osez aller demander de l'aide, osez aller taper aux portes des associations. À partir du moment où on se sent bien, derrière, on peut se mettre en action.